Et salut les devs.net, on se retrouve pour une vidéo d'actualité autour de .NET. Je vais te parler dans cette vidéo de .NET 9 parce que la Preview 1 est sortie il y a maintenant quelques jours par rapport à la date de la publication de cette vidéo. On va faire le tour ensemble de ce qu'il y a de nouveau en .NET, de ce qu'il y a de nouveau en EF Core et aussi de ce qu'il y a de nouveau en MAUI. Bref, on va faire un petit tour ensemble de cette preview de la prochaine version de .NET. Si tu aimes mon travail et que tu veux soutenir ce que je fais, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également laisser un commentaire, ça aidera ma vidéo à être mieux référencée et c'est aussi l'occasion de discuter de cette preview de .NET 9 pour savoir si tu es motivé ou hypé par ce qui a été introduit ou pas. Et si tu veux plus de contenu autour des techno.net, je te renvoie sur ma plateforme htslearning.com, tu as le lien en description également ici à l'écran. N'hésite pas à y faire un tour si tu veux plus de contenu autour des techno.net. Alors, on va parler de cette toute première preview de .NET 9 qui est donc en toute logique le successeur de .NET 8. Comme c'est marqué ici à l'écran, c'est une STS. Standard Time Support, ce qui veut dire qu'elle va être supportée pendant 1 an et demi à la date de sortie. C'est la même chose que .NET 7 ou .NET 5. Bref, toutes les versions impaires de .NET sont des STS, donc qui vont être supportées que pour 1 an et demi. Alors que les LTS, qui sont donc les versions paires, 6, 8, 10, seront elles supportées pour 3 ans. On passe du simple au double, mais malgré tout, je tends moi personnellement dans mes projets et à forcer mes clients à essayer de prendre toujours les versions courantes pour les projets qui continuent à vivre. Pour les projets qui sont en maintenance, on va rester sur de la LTS, mais sur les projets qui sont en train de vivre, je conseille d'aller sur la version courante pour bénéficier de toutes les avancées. Alors quel sera l'objectif de cette nouvelle version de .NET, donc .NET 9? Encore une fois, on va avoir droit à une vague de performance. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir des nouveautés qui soient grandiloquentes, parce que tout du moins dans cette preview 1, on n'a rien de particulier autour de Blazor par exemple. On va faire ensemble le tour de ce qu'il y a. Donc ici je suis sur vraiment .NET, donc le framework en tant que tel. On a quelques petites améliorations qui sont assez sympas à prendre mais qui ne vont pas révolutionner notre façon de travailler. En fait, il y a eu des améliorations qui ont été faites au niveau de systemtext.json, donc le serializer du framework, notamment pour rattraper le retard par rapport à Newtonsoft. Et ce qui est assez intéressant maintenant, c'est qu'on va pouvoir avoir accès directement à un singleton statique qui définit les standards du web. Parce que oui, la sérialisation d'objets en .NET, si on suit la convention qu'il y a en .NET, on va avoir des propriétés avec des majuscules. Or, JSON étant pour le web, donc typiquement du JavaScript, c'est du camel case qui règne en maître en JavaScript. Donc si on avait envie de le forcer à faire du camel case et ainsi de suite, on était obligé de redéfinir des options à chaque fois. Certains développeurs d'ailleurs n'avaient pas l'information comme quoi il était préférable de mettre ces options en statique. Je crois qu'en .NET 8, ils ont ajouté un analyzer pour éviter ce genre de problème. Maintenant, on a directement accès à ce default web, donc sur JSON serializer option.web, on va avoir directement les options du web. Mais juste avant, on a aussi droit à une nouvelle propriété qui permet de définir le caractère d'indentation. Par défaut, c'était de l'espace. Maintenant, on a la possibilité de définir un autre caractère. Donc, on peut définir ici plusieurs éléments. Par exemple, est-ce que je veux l'écrire de façon indentée ? Quel est le caractère qui sert à faire l'indentation et le nombre de caractères pour l'indentation. Donc ça va vous permettre d'être plus flexible, notamment peut-être aussi plus concis. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'on va définir l'indentation comme étant un espace et avoir juste un espace pour l'indentation, ce qui permettra de compresser un petit peu les flux réseau si vous voulez écrire ça de façon indentée ou sur des fichiers sur le disque. Donc on a ici deux petites nouveautés au niveau du serializer JSON, sympathique mais sans plus. Au niveau de Link, on a deux nouvelles méthodes, le count by et le aggregate by, qui ont été ajoutées, qui sont en fait des méthodes qui vont éviter d'avoir à faire un group by auparavant. Typiquement, on était obligé de faire un group by pour compter certains éléments. Donc ces deux méthodes, count by et aggregate by, ici avec des exemples de code, donc je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir, vont vous permettre d'éviter ce group by et d'aller un peu plus vite. Ensuite, au niveau des collections, a été introduit en .NET 6 la Priority Queue qui vous permettait de mettre dans une queue un élément et sa priorité. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire pour un ensemble d'algorithmes. Donc ici, il parle de l'algorithme de Dijkstra. On a aussi ça, par exemple, pour une intelligence artificielle type Minimax, qu'on peut donner un poids à certains éléments pour que l'algorithme les visite en priorité. On a donc l'ajout de la méthode remove qui permet maintenant d'aller faire des modifications dans cette queue. Cela a été fait parce qu'en fait, c'était un petit peu compliqué pour aller mettre à jour la priorité de certains éléments. Donc, ils ont ajouté cette méthode-là. Au niveau de la cryptographie, on a la possibilité, peut-être que vous le saviez déjà, de faire du hash sur certaines classes comme ceci, qui ont déjà été gérées de base pour le faire en one shot, comme il le dit ici, c'est-à-dire qu'on veut simplement faire un hash à un instant T et pas réutiliser la classe de hashage pour faire des hashes de multiples éléments.
Donc en fait, ça va vous permettre de le faire directement comme ceci avec les classes dédiées. Et en .NET 9, ils ont introduit la cryptographic operations.hdata qui va vous permettre de faire ce one-shot, mais avec un algorithme qu'on passera ici en paramètre avec le hash algorithm name. Donc si on regarde rapidement le hash algorithm name ici, on va voir que on a déjà des éléments qui sont prédéfinis pour pouvoir avoir les algorithmes MD5, SHA-256 et ainsi de suite. Donc ça va vous permettre en fait d'avoir un seul point d'entrée pour les hashages one-shot plutôt que de devoir utiliser directement la classe dédiée. Une petite addition qui peut être sympa à prendre. Et on a donc ce nouvel algorithme, le KMac, qui a été ajouté directement dans le framework. Donc ça, n'étant pas du tout un expert sur la cryptographie, je préfère vous laisser faire vos recherches dessus. Apparemment, c'est quelque chose qui est plutôt positif dans l'ajout dans le framework parce que je pense que ça devait être un manque pour les développeurs qui avaient ces besoins en termes de sécurité. Donc toujours bon à prendre d'avoir des trucs qui vont suivre les nouveaux standards et les évolutions dans la communauté au sens général informatique. Alors au niveau de la réflexion, on a quelque chose de très avancé comme scénario qui a été ajouté, c'est la possibilité de créer un assembly en mémoire et de faire l'output dans un stream ou sur le fichier. C'est vraiment des cas qui sont extrêmement avancés, extrêmement poussés. Eux, ils parlent de ça pour pouvoir faire la migration de .NET Framework à .NET 9, enfin tout du moins .NET au sens plus framework. En fait, dans l'idée, si je reprends le code d'exemple qu'il y a ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir qu'on veut créer une assembly qu'on va persister qui va s'appeler MyAssembly, dans lequel on va faire de l'output de méthodes, de type et de code IL pour pouvoir générer dynamiquement ça en mémoire. Et après, on aura ici le point save qui va nous permettre en fait de générer cette assembly dynamiquement à partir du code qui aurait été fait précédemment. Typiquement, c'est ce que le compilateur fait. Donc je pense que s'ils l'ont introduit, c'est probablement parce qu'ils ont des projets pour aider les gens à migrer, comme ils le disent un peu plus haut, de .NET Framework à .NET 9. Dans l'idée, ça va être d'aller lire le code IL qui a été généré en .NET Framework pour le migrer automatiquement dans des assemblées .NET 9 et l'optimiser au passage. Enfin, tout du moins, c'est ce que je suppose par rapport à ce que j'en déduis de cette nouvelle feature. Donc c'est entre guillemets un peu dommage que ce soit en .NET 9, parce que je pense qu'ils veulent faire ça de façon transitoire. En gros, .NET 10 c'est la prochaine LTS, .NET 9 c'est une STS, donc il y a très peu de chances que les entreprises qui ont des gros projets .NET Framework migrent vers .NET 9, mais tout du moins ça leur permet de préparer le terrain pour que quand .NET 10 sera là, cette feature aura déjà été éprouvée. Et donc, on arrive à la fin de ce qu'il y a de nouveau en .NET 9. Donc, comme vous le voyez, si vous faites du développement entre guillemets classique, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Au final, on aura peut-être les méthodes link qui vont être bien pratiques, le con by et l'aggregate by, les éléments ajoutés dans le serializer JSON, probablement plus celui-ci qui me donne les options web en mode singleton pour éviter de les réinstancier à chaque fois. Pour l'indentation, ça reste très marginal, je pense. Après, pour tout ce qui est collection, tout ce qui est cryptographie et tout ce qui est réflexion, je suis pas convaincu que ça va vraiment impacter le plus grand nombre d'entre nous. Mais tout du moins, le framework avance, il se conforme à des standards avec de nouveaux algorithmes de cryptographie, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en EF Core 9 ? Alors là par contre, on peut le voir ici sur la scroll bar, c'est un peu plus grand, on va essayer de le balayer rapidement parce que vous n'êtes peut-être pas tous intéressés par EF Core. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le système de chapitrage pour passer à la suite si EF Core ne vous intéresse pas du tout. En fait, ils ont fait l'amélioration, comme à chaque version de EF j'ai envie de dire, de la gestion, de la conversion de link en SQL. Par exemple, si je prends le standard OpenJSON qu'ils avaient fait, avec EF8, en fait, quand on a une notion comme ceci de JSON qui doit être insérée dans une requête, vous pouvez le voir ici par exemple que là, au niveau de ce qui doit être touché, on a juste le update on qui va être concerné et le metadata, mais pourtant on va retrouver toutes les colonnes. Avec EF9, ils ont décidé d'aller faire le nettoyage dans tout ce qu'ils vont gérer ici avec le select_constar et OpenJSON pour ne garder que ce qu'il y a besoin. Donc ça fait des requêtes qui sont plus précises, plus ciblées et à mon avis probablement plus performante. Donc ici je vous laisserai découvrir ça, encore une fois le lien est sous la vidéo. Ensuite, les fonctions min et max de la classe math ont été transformées en greatest et list qui sont depuis SQL Server 2022. Ça présuppose bien entendu que de 1, vous utilisez ces méthodes là dans vos requêtes link, comme ici par exemple, et que de 2, vous ayez la version de SQL compatible.
Petite note, Visual Studio 2022 installe SQL Server 2019 par défaut, c'est écrit ici. Donc, si vous voulez profiter de ces améliorations dans votre cycle de développement local avec LocalDB, il faut installer SQL Server Developer Edition 2022 ici. Ça va vous permettre d'avoir non seulement le moteur SQL Server 2022 qui est plus performant, donc qui vous fera gagner du temps en développement, mais qui va vous permettre aussi d'analyser que les requêtes sont mieux gérées au niveau d'EF. Il y a fort à parier que VS 2025 ou 2024 installera probablement la version 2022 automatiquement. Donc on peut le voir ici, ça va un petit peu changer et ça va utiliser ces nouveaux mots-clés. Je vais passer sur les requêtes qui sont automatiquement générées. Ensuite, on a la possibilité de forcer ou d'empêcher la gestion des paramètres dans les requêtes. Donc ici, par exemple, quand on a cette requête tout à fait classique, en fait, on va avoir ici une constante pour le titre et là un paramètre pour l'ID, vu que l'ID est passé ici en paramètre de fonction. On peut dire à EF, par exemple, qu'on veut que l'ID soit une constante, ce qui veut dire qu'il va être envoyé comme constante dans la requête SQL. Donc il va être évalué par EF, mais dans la génération de la requête SQL, ce sera bien une constante et non pas un paramètre comme ici. Remarquez la différence. Et inversement, on peut très bien dire que ici, même si c'est une valeur constante, je veux en faire un paramètre, ce qui va donc rendre ma requête paramétrable. Donc, si vous avez la connaissance au niveau SQL de ce qui est mieux et que vous avez la possibilité d'évaluer le plan d'exécution de vos requêtes et de vous rendre compte que c'est plus performant dans un cas ou dans l'autre, n'hésitez pas à utiliser ce EF paramètre ou ce EF constante pour gérer mieux la façon dont EF va générer votre requête à partir d'un élément qui serait fixe ou dynamique selon ce que vous avez envie. Au niveau du Execute Update, c'est une petite nouveauté qui est assez intéressante, ça a été introduit en EF7 et à titre personnel je l'utilise énormément parce que ça évite des allers-retours avec la base de données. Et bien maintenant, on va pouvoir faire un Execute Update avec des objets complexes. Auparavant, on était obligé d'avoir ici des éléments assez simples comme ceci. Maintenant, on peut aller utiliser des objets complexes, comme on peut le voir ici, avec le store address et le new address à cet endroit-là. Et on peut même aller directement lui donner l'objet en tant que tel. Par exemple, je veux, au lieu de mapper les éléments un par un, je lui passe directement l'objet et EF va aller se charger d'aller faire la récupération des données comme ceci pour l'affecter dans la requête, ce qui peut être plus confortable. À titre personnel, je suis moyennement fan de l'utiliser comme ça parce que je trouve que ça fait beaucoup d'abstraction de certains éléments. C'est bien pour ceux qui en auront besoin, mais je préfère encore que ce soit totalement explicite comme ceci, ce qui me permet de faire le mapping propriété par propriété de ce que j'ai vraiment besoin et vraiment envie dans le cadre d'un Execute Update en particulier. Il faudra juste savoir qu'en EF9, ce sera possible. Je vous laisserai voir cela. Ensuite, par rapport aux histoires de tables temporelles, ils l'ont amélioré. Donc ici, par rapport à la gestion des migrations, ça a été amélioré. Donc ça, je vais passer rapidement dessus. Vous avez juste à comparer en fait, grosso modo, ce qui a été généré dans la migration ici et ce qui a été généré là, et ils ont aussi fait des améliorations au niveau du modèle building. Donc là, en EF7, ils ont introduit la gestion des conventions pour les éléments quand on va construire le modèle, par exemple pour une Property Discovery Convention. Donc en fait, on avait tout ce code-là qui était nécessaire de créer. En EF9, c'est beaucoup plus condensé. Donc comme vous le voyez, ça va vous permettre en fait d'écrire moins de code pour gérer exactement le même cas d'usage. Et donc, petite amélioration par rapport à ça, vu qu'on avait la possibilité d'appliquer toute la configuration depuis une assembly. Avant, il n'était pas possible d'avoir les éléments qui étaient configurés avec un constructeur qui était privé, même si je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça, mais bon, soit. Et du coup, maintenant, en EF9, non seulement ils ont amélioré les messages d'erreur si jamais ça foire, mais aussi ils sont capables de gérer des constructeurs non publics. Je vois toujours pas pourquoi quelqu'un ferait ça comme ça, je trouve ça vraiment dégueulasse d'aller définir la configuration dans la classe de modèle. Mais bon, c'est probablement qu'il y a eu quelqu'un qui a dû dire ça sur le GitHub et donc ils l'ont fait. Bon, soit, parce que c'était pas vraiment, pour moi c'était pas nécessaire. Mais bon, et d'ailleurs ils le disent ici, voilà, certains trouvent que c'est useful, donc il n'y a pas de débat. Bon, moi je trouve que c'est dégueulasse, mais soit. Ensuite, bah forcément, nouvelle preview, nouvelle version, beaucoup de nouveautés et pas mal de bug fix. Donc ici, je vous laisserai aller voir les améliorations, les bug fix et les clean-up. Le lien est encore une fois sous la vidéo. Ensuite, en ASP.NET 9, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Blazor, rien. Il faut attendre la preview 2 en mars. On y reviendra.
Pour la partie SignalR, on va avoir le support des éléments qui sont polymorphiques. Donc en fait, parce qu'il y a une notion d'héritage entre les éléments, vous pouvez voir ici qu'on utilise les attributs JSON-DeriveType pour dire qu'en fait, cette classe hérite de celle-là. Donc comme ça, on a toute la hiérarchie qui est ici. Et ça va permettre en fait de gérer ici dans la méthode de votre hub un JSON person au sens classe mère, mais d'avoir la possibilité en fait de gérer des classes filles vu que ça a été défini ici. Alors par contre, petite subtilité, c'est défini ici avec des JSON attributes, donc polymorphiques et DeriveTyped, ce qui veut dire que si on utilise le protocole MessagePack, probablement que ça ne marche pas de la même façon. Donc c'est juste pour ceux qui utilisent SignalR en mode JSON, ce qui n'est pas forcément le plus efficient, mais en tout cas ici ça m'a l'air d'être le plus extensible. On continue, Minimal API, donc ici en fait on a des sections qui sont vides, donc ça m'a l'air encore des choses qui n'ont pas forcément été implémentées. On a une amélioration, alors qui pour moi n'a pas vraiment de sens au sens ASP.NET, c'est juste qu'ils ont amélioré la debug view lorsqu'on va se mettre sur un dictionary. Comme ça, en fait, quand vous avez le dictionary avant, on avait ça avec l'index de la clé et ici la clé, la valeur. Maintenant, ils ont fait cette debug view ici parce qu'on a la clé, la valeur, on n'a plus l'index. C'est plus sympa à lire, ça évite d'aller décrypter ici avec les virgules, surtout par exemple ici avec la date, on a une virgule là au niveau de Monday et puis là au niveau de date. Donc il faut voir où est-ce qu'elle est en fait, comme ici avec le cookie. Là, c'est du coup plus explicite, mais je vois pas ce que ça va faire en ASP.NET. Soit, probablement parce qu'ils disent ici qu'ASP.NET Core a beaucoup de key value collection type dictionary avec tout ça, et donc c'est typiquement pour ça qu'ils l'ont fait, et c'est tout. En fait, en ASP.NET, pour l'instant, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai l'impression qu'il y a des sections qui sont vides. J'avoue que j'ai pas été faire tout le tour du GitHub pour aller voir ce qu'il y a dedans. Je pense aussi que cette preview 1 en ASP.NET n'est pas forcément ultra développée parce qu'ils ont gardé pas mal de trucs en réserve pour les mettre dans la preview 2, comme il parle ici, de la partie Blazor. Je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et peut-être que ce sera mis à jour d'ici là, donc n'hésitez pas à aller refaire un tour plus tard. Au niveau de Maui, alors Maui c'est assez simple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils focus encore une fois sur fixer les bugs, fixer les bugs, fixer les bugs. C'est vraiment ce qu'ils disent ici, on veut améliorer la qualité du produit, et il y a quand même pas mal de trucs à faire. Effectivement, Maui a beaucoup de retard vu qu'ils sont repartis de zéro depuis Xamarin, que l'équipe a l'air réduite en termes de personnes officielles de chez Microsoft, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc ils se sont vraiment focalisés sur améliorer la qualité de Maui. Donc on a beaucoup de mise à jour d'outils externes dans cette preview 1, en l'occurrence la mise à jour du JDK et de l'API 34 pour Android, et de tout ce qui est lié à iOS 17.2 pour la partie iOS, sauf pour Mac avec macOS 14.2, donc les mises à jour des références. Ici, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui a été fait. Par contre, si on va sur GitHub, on a ici les release notes de la version 9.0.0-preview 1 et on retrouve une grande liste de tout ce qui a été fixé. Alors, je ne vais pas les énumérer un par un. Je vous mettrai le lien sous la vidéo également. Donc, vous allez pouvoir trouver tous les pairs et tout ce qui a été corrigé par plateforme ou en général. Donc on peut voir quand même qu'il y a une sacrée liste d'éléments qui sont corrigés, et oui, il y a quand même beaucoup de trucs à corriger, il faut l'avouer. On a des nouveaux tests qui ont été ajoutés, voire corrigés pour certains qui étaient éventuellement flaky, qui sont désactivés. Donc un flaky test, c'est un test qui tourne une fois, et puis qui juste après ne tourne plus, ou inversement. Donc pas mal d'éléments de qualité et de stabilité qui ont été faits. Ici, beaucoup de mises à jour des dependencies, et beaucoup de ce qu'on appelle le housekeeping, donc de nettoyage en fait, d'éléments. Parce qu'on a ici par exemple des formatting errors, des mises à jour de readme et ainsi de suite. Ce que moi je trouve quand même assez intéressant sur la partie Maui, c'est que indépendamment du fait que l'équipe Microsoft est quand même fortement réduite en termes de contributeurs officiels, au final on en a grosso modo quasiment que 2 ou 3 qu'on voit tout le temps tourner sur la partie Maui. J'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme équipe côté Microsoft. Par contre, il faut reconnaître que côté communautaire, on a déjà ici un ensemble juste pour la preview 9 de quasiment une dizaine, alors pas 10, 3, 6, 8, de 8 personnes qui ont fait leur premier PR qui a été intégré dans Maui, donc des nouveaux contributeurs. Et en bas ici, on a la liste des contributeurs qui ont donc contribué à cette première preview de .NET Maui. Donc je trouve en fait que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire des fois en disant oui Maui c'est tout pourri, personne l'utilise, ben je trouve qu'il y a quand même un engouement communautaire qui est là et qui existe pour cette solution. Donc pour moi c'est pas totalement à jeter à la poubelle. Je ne sais pas du tout où Microsoft veut aller avec Maui. Ce que je vois par contre clairement, c'est que
on a ici un grand ensemble d'éléments qui vont nous permettre d'aller stabiliser le bousin, parce qu'il y en a besoin, et qui vont nous permettre d'avoir vraiment une bonne expérience de développeur. Donc, je suis avec attention les nouveautés en MAUI, parce que moi, par exemple, j'ai dû travailler avec pour du Blazor hybride en .NET 8, j'ai rencontré quelques petits couacs par-ci par-là, donc au final, je suis avec attention ce qu'ils vont faire là-dedans, mais on voit ici que c'est vraiment du peaufinage, on n'a pas de nouveautés qui soient complètement « Waouh, regarde ça, c'est tout nouveau, c'est génial ». Pour l'instant, c'est vraiment s'assurer que le produit soit bien nickel en termes de qualité et en termes de productivité. Donc au final, si je dois résumer cette toute première preview de toute la sphère .NET 9, en tout cas toute la sphère qui moi m'intéresse, donc à savoir le runtime, le framework, EF Core, ASP.NET Core et MAUI, on se rend compte qu'on est vraiment sur une première preview qui est quand même très timide. J'ai envie de dire que ceux qui ont le plus charbonné, c'est EF Core. Et encore une fois, quand ils ont charbonné, il n'y a pas tellement de nouvelles features au sens propre, c'est plutôt du peaufinage, de l'amélioration et de la professionnalisation de ce qui existait déjà avant. Donc j'attends la preview 2 pour voir ce qu'il va y avoir de nouveau, surtout qu'on a eu un petit teasing ici côté Blazor pour la partie... Qu'est-ce qui est nouveau en ASP.NET Core 9? On nous parle ici de nouvelles fonctionnalités Blazor dans la preview 2, donc je l'attends clairement au tournant pour voir ce qu'il va y avoir dedans. Pour l'instant, un petit peu maigre à se mettre sous la dent. Personnellement, j'ai même pas installé cette preview 1 parce que j'ai rien qui m'a hypé en me disant il faut absolument que je l'essaye. Des fois, ça m'arrive de faire un fork en fait de ma plateforme et de la basculer dans une preview pour voir si ça change vraiment beaucoup de choses. Ici, il n'y a rien qui me motive à faire cet effort-là. Donc, j'attends la preview 2 en mars. Soyez assurés, je ferai la review avec vous en vidéo de la preview 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce vers le haut sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à discuter en commentaire. Est-ce que vous trouvez vous aussi qu'elle est rachitique ou est-ce qu'il y a des trucs dedans qui vous font vibrer? Bref, on en parle de tout ça en commentaire. N'oubliez pas non plus que si vous voulez plus de contenu autour de techno.net, je vous renvoie vers ma plateforme htslearning.com. Et d'ici là, d'ici la preview 2 et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour de techno.net.